Bonjour à tous et bonjour aussi à notre table ronde. Si le ministre de la Santé tout à l'heure a dit que la santé publique n'était pas très connue du grand public, je crois que le thème de One Health n'est non plus pas très connu. Pas très connu du grand public, pas très connu non plus des médecins, des vétérinaires, peut-être un peu moins des vétérinaires d'ailleurs, qui sont peut-être ceux qui ont lancé ce thème, cette approche. Une indispensable interdisciplinarité, je dirais presque en nous voyant autour de cette table, une indispensable transdisciplinarité. La différence entre l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité, c'est que l'interdisciplinarité, c'est entre soi, c'est entre disciplines académiques, universitaires, des sociologues, des médecins, des vétérinaires, des économistes, des ingénieurs. Mais la transdisciplinarité, ça va au-delà de cela. Ça va inclure des gens qui sont des acteurs indispensables de ces débats, de ces discussions, pour trouver des solutions sur les problèmes complexes. Ce sont le secteur privé, ce sont les organisations internationales, c'est la société civile. Bref, pour le milieu académique, c'est un peu le cirque. Alors, je voudrais qu'on rebondisse sur les propos du ministre de la Santé sur la pandémie. On ne va pas parler que de la pandémie, mais quand on pense à One Health, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce qu'est l'approche One Health ou ce qu'a apporté, ou peut apporter, ou pourrait apporter l'approche One Health dans la compréhension de la pandémie, peut-être aussi d'ailleurs de ses origines. Et je voudrais demander à Monique Eloi, qui est la seule vétérinaire autour de notre table et qui également est la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé animale, de nous donner un petit peu son avis et son opinion dans la gestion de cette pandémie internationale. Quel a été l'apport de l'approche One Health et qu'est-ce qu'on aurait pu attendre de plus d'une approche One Health qui n'a peut-être pas été toujours utilisée? Merci pour cette question qui va lancer le débat. Je crois que justement cette pandémie est un bon exemple de la façon dont on peut concevoir l'approche One Health et dont on doit la mettre en œuvre, voire l'améliorer. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on sait sur l'origine finalement de cette pandémie, c'est plus quelque chose sur l'origine finalement du virus qui a été à l'origine de la pandémie. Il semble quand même maintenant que tout le monde s'entende sur le fait que c'était à partir d'un réservoir de chauves-souris. Par contre, on ne sait pas encore bien comment, de ce réservoir, un virus pathogène pour l'homme s'est retrouvé dans une grande métropole avec un premier cas en Chine. Et là, c'est toutes les questions scientifiques qui restent ouvertes. Mais par contre, sur l'approche One Health, ça montre bien l'importance de suivre des agents pathogènes dans des réservoirs animaux, même lorsque ces pathogènes ne provoquent pas de symptômes ou ne présentent pas d'inconvénients pour la population animale. Donc en fait, c'est à travers une surveillance de la population animale qu'on anticipe une protection pour la santé humaine. Donc je crois que ça, c'est vraiment un bel exemple. Ça montre aussi que les équipes de recherche peuvent davantage travailler ensemble, alors en collaboration, en intersectorialité ou en transsectorialité, choisissez le mot que vous souhaitez. L'importance effectivement que ça travaille ensemble avec chacun ses spécificités. Et ça se retrouve non seulement au niveau des équipes de recherche, mais bien évidemment dans toutes les instances de gouvernance de ces questions de santé au sens large. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans le débat. Merci Monique. Et Philippe Mauguin, au niveau de... Donc, vous présidez l'INRAE maintenant, c'est-à-dire l'Institut national de la recherche agronomique et environnementale. Est-ce que justement vous avez réussi, vous pensez, à mobiliser? Est-ce que vous avez vu aussi dans le milieu de la recherche une mobilisation interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, dans ce domaine-là pour la pandémie? Oui, merci de votre invitation. Je voudrais juste revenir, avant de répondre à votre deuxième question, à votre première question. Pourquoi One Health? Qu'est-ce que ça change finalement? Je pense que les collègues qui nous écoutent, le monde de la santé, depuis longtemps est conscient du lien fort entre la santé animale et la santé humaine. 60% des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale, c'est un chiffre de l'OIE que dirige Monique, et probablement 75% des maladies émergentes. Donc ça, on le savait déjà. Ce que montre la recherche, et ce sur quoi aussi on est mobilisé, c'est le lien entre la santé environnementale, la santé animale, la santé humaine.
Et pourquoi il y a plus d'émergence aujourd'hui? Pourquoi des réservoirs de virus qui sont en général, enfin souvent portés dans de la faune sauvage, parfois dans des forêts profondes, tropicales, pas exclusivement, mais notamment, émergent davantage? Il y a des liens évidents avec la fragmentation de la biodiversité, comme on dit, la déforestation, et c'est tout ça qu'on essaye de regarder de façon globale. Donc les liens entre santé environnementale, santé humaine, mais aussi les liens entre la santé de l'environnement, la santé de la planète et ces émergences. Et c'est ça, je pense, c'est ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Il faut évidemment investir massivement dans la recherche médicale. C'est évident pour se préparer à réagir plus vite sur les vaccins, les traitements, etc. Mais il faut aussi qu'on passe un cran et qu'on ait cette approche de forme d'épidémiosurveillance à l'échelle de la planète, où on soit capable de suivre les hotspots de biodiversité qui sont des lieux d'incubation potentiels pour pouvoir détecter plus vite les émergences ou les réémergences. Et c'est ça qu'on essaye de faire, nous, INRAE, mais avec nos collègues de l'INSERM, de Pasteur, du CIRAD et puis les collègues du monde entier. Merci. Alors, Monique, on va encore revenir à vous parce que, dans le fond, il y a une question assez sensible aujourd'hui qui n'est toujours pas résolue après près de 18 mois, près de 2 ans d'ailleurs de pandémie. Est-ce que l'approche One Health va nous aider à découvrir l'origine de cette pandémie? Alors là, vous me demandez d'avoir la boule de cristal. Je ne suis pas sûre de pouvoir l'avoir, parce que c'est quand même toujours très très difficile, et à un moment donné, ce sera peut-être plus un faisceau d'éléments que vraiment une preuve unique. Mais si vous permettez, j'aimerais quand même compléter la réponse que j'ai faite tout à l'heure. Parce qu'on a évoqué beaucoup les aspects de recherche et vous centrez vos questions là-dessus. Mais je crois que sur le One Health, ce qui est important également de comprendre, c'est que bien évidemment, il faut que les équipes scientifiques, médicales, biologistes, environnementales, vétérinaires travaillent ensemble. Mais je crois que ce qui est vraiment essentiel et ce qu'on a vu avec la pandémie, c'est que maintenant, également d'autres secteurs qui sont indispensables pour le One Health se mettent à s'y intéresser. C'est déjà les politiques, et on l'a vu tout à l'heure avec le ministre, et les ministres de la Santé se sont fortement déclarés en soutien de cette approche One Health, encore dernièrement au G20 qui s'est tenu en Italie. Il y a également les partenaires financiers, que ce soit les grands groupes comme la Banque mondiale, et bien évidemment des pays qui investissent. Donc si vous voulez, on voit bien qu'il y a une approche politique, une approche institutionnelle, et c'est ce que nous essayons de faire également avec les partenaires internationaux que sont l'OMS, la FAO, le programme des Nations Unies pour la protection de l'environnement, puisqu'il y a cette question d'émergence à partir de réservoirs de la faune sauvage, et puis nous également. Donc on voit bien que les différentes pièces de l'échiquier sont maintenant présentes, et que c'est aussi ce lien qu'il faut faire. C'est-à-dire que le travail qui est fait d'intercollaboration entre les équipes de recherche avance, et je pense que Philippe Mauguin pourra en donner un exemple très précis avec le programme qu'ils sont en train de lancer, mais tout ce qui concourt au fait que ça peut être un succès, donc le soutien politique, le soutien financier, la gouvernance institutionnelle, sont également des éléments importants pour que le One Health marche, parce que sinon ça restera tout à fait virtuel et peu concret, alors que ce qui va être important, c'est que ça puisse percoler au niveau des pays. Parce que toutes les grandes idées que l'on a ici, c'est très très bien, mais si sur le terrain, les pays eux-mêmes ne s'organisent pas pour qu'entre leur ministère de la Santé, les services qui s'occupent de la protection de l'environnement, les services vétérinaires ne travaillent pas ensemble au niveau local, eh bien on pourra continuer à avoir des grands discours et des grands projets sans forcément vraiment avancer. Donc cet impact local avec le travail et les communautés est quelque chose aussi d'important à souligner. D'accord. On reviendra sur la question de l'origine un petit peu plus tard, peut-être aussi avec Delphine Destoumieux. Mais Jean de Solnock, vous êtes un représentant des industriels du médicament, vous êtes président de Boehringer Ingelheim en France, qui est un groupe qui a une très grosse activité de médication vétérinaire, de médicaments vétérinaires. Quelle a été vraiment... On n'a pas beaucoup entendu finalement les industriels des médicaments vétérinaires dans cette pandémie. Pourtant, ils ont été actifs. Est-ce qu'il y a même aujourd'hui des vaccins ou des plans de vaccination, je ne sais pas, des élevages de visons ou des élevages de pangolins en Chine ? D'abord, merci pour votre invitation. Effectivement, notre groupe est présent à la fois en santé humaine
et en santé animale, ce qui est un de ses caractères distinctifs. Je vais revenir à la question de la filière vétérinaire, qui aurait pu être beaucoup plus sollicitée en France au cœur de la crise. Mais le point qui me paraît absolument important, sans savoir l'origine du virus, c'est qu'en fait, tout ça commence chez l'animal. Et ce lien complexe entre l'humain et l'animal, il ne date pas d'hier, mais ce qui change, c'est cette question de proximité que vous avez évoquée. Donc, la proximité avec l'animal sauvage, parce qu'il est dérangé d'une certaine manière, la proximité avec l'animal domestique, parce que nos animaux domestiques sont rentrés dans la maison, ils font dans certains pays quasiment partie de la famille, dans certains foyers, et puis évidemment la chaîne alimentaire. Vous avez dû voir cet article dans Ouest France la semaine dernière de France Santé Publique qui recommandait aux éleveurs de la Côte d'Armor de se faire vacciner contre la grippe parce qu'il y avait un agent de grippe porcine qui avait été détecté. On voulait éviter des mutations. Donc le sujet est complexe et il faut mettre en parallèle cette proximité croissante avec l'évolution depuis des dizaines d'années des épizooties, des zoonoses. Et vous le disiez tout à l'heure, vous parliez d'interdisciplinarité. Oui, c'est un sujet qui est transfrontalier, puisqu'en général, ça démarre ailleurs que chez nous. Donc il s'agit de mutualiser et faire coopérer les gouvernements. C'est un sujet où il y a plusieurs disciplines, en particulier la filière de santé humaine et la filière de santé animale, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis c'est un sujet qui touche à tout le continuum de soins, la surveillance, la détection, le diagnostic, l'intervention, bien entendu la prévention. Donc une complexité dans ce sujet qui touche évidemment à la santé humaine et à la santé animale. Alors maintenant pour la filière vétérinaire. Le président de la République avait, au cœur de la crise, demandé aux laboratoires vétérinaires d'apporter leurs outils de production pour la production de vaccins si c'était nécessaire. Donc nous y étions, dans le bassin lyonnais. Nous n'étions pas les seuls d'ailleurs. Et donc ça, c'était un moyen. Un autre exemple, c'est le manque d'un hôpital de kétamine d'anesthésiants qui sont venus nous trouver puisque nous produisons de la kétamine pour notre filière équine. Et avec un dosage adapté, on aurait pu, en cas de crise, adapter ces médicaments. Ça ne s'est pas fait pour des raisons réglementaires. Mais je pense que le plus important, c'est qu'en termes de capacité et de force de frappe, si je puis dire, au sein de l'Hexagone, la filière vétérinaire a levé le doigt pour les tests et pour vacciner. Les vétérinaires, en pratique, vaccinent tous les jours et ont peut-être été moins sollicités qu'il aurait fallu, même si je crois qu'en France, au mois de mai ou au mois de juin, le professeur Lefrançois a rejoint le conseil scientifique de cette année. Merci. Si jamais dans la salle vous nous entendez mal à cause de nos masques, il faudra nous faire des signes et je pense qu'il faut vraiment que nous parlions lentement et très très fort pour qu'on soit bien entendu. Delphine Destoumier, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Probablement dans une unité mixte avec Ifremer qui est très axé sur la mer et je dirais les aspects One Health dans l'environnement aquatique, on va dire, hydrique. Mais j'aimerais avoir un petit peu votre impression, ou en tout cas votre sentiment sur une rumeur qui, depuis longtemps, dans cette pandémie, a couru dans les laboratoires. Est-ce que cette pandémie pourrait être due à une fuite d'un laboratoire en Chine? Est-ce que pour vous, cette hypothèse est farfelue ou est-ce qu'elle a un certain sens? Quel est votre avis là-dessus en tant que directrice de recherche d'une unité qui s'occupe de maladies infectieuses et d'agents infectieux? D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Vous m'entendez bien? Oui. Et merci à tous d'être là pour cet échange. Effectivement, il y a eu ces rumeurs de fuite de laboratoire. Alors, je ne suis vraiment pas la mieux placée pour y répondre. Je pense que personne ici est en mesure d'y répondre aujourd'hui. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce virus circule dans les populations de chauves-souris en Asie du Sud-Est, au-delà de la Chine même, avec des formes qui sont très très proches de celles qui infectent l'homme. Et donc, la contamination à l'humain a pu se passer ailleurs que dans un laboratoire. On ne peut jamais exclure qu'on se contamine dans un laboratoire et qu'on laisse sortir un virus. C'est impossible de l'exclure.
Mais le laboratoire en question est un P4 extrêmement bien protégé. Il est vraisemblable que la manipulation des chauves-souris, parfois pour les déloger de grottes ou quoi que ce soit, de la spéléologie, tout ce que vous voudrez, faire des travaux, ça peut amener à chasser ces espèces de leur habitat naturel. Tout ceci peut favoriser la transmission à l'homme. Et d'où par l'épidémie, c'est très compliqué à dire aujourd'hui. Je ne sais pas si on y arrivera un jour à le dire. Voilà, j'ai tendance à croire que l'hypothèse est peu probable que ce soit sorti du laboratoire de Wuhan. Maintenant, il y a eu des délégations de l'OMS qui sont allées, qui ont fait des rapports, qui sont arrivés à cette conclusion. C'est encore débattu aujourd'hui et je ne sais pas si un jour ça arrêtera d'être débattu. Ce que j'aimerais rajouter aux interventions des collègues là tout à l'heure sur l'importance effectivement de l'écologie, de connaître l'écologie des pathogènes pour retracer l'épidémie. Là, c'est parfaitement illustré par ce cas-là. Il est important de savoir dans quels espèces ça circule, dans la faune sauvage, dans la faune domestiquée également. C'est important de savoir dans quels compartiments environnementaux ça circule, l'eau, l'air, les sols. Alors, on sait aujourd'hui que l'air est le moyen de transmission. C'est aussi important pour l'ensemble des pathogènes, pour prévenir les futurs épizooties, de savoir quels sont les modes de transmission, directs ou indirects. Est-ce que ça implique des vecteurs, par exemple? Voilà. Tout ça, c'est des axes de recherche très importants. Ça permet de répondre partiellement à des questions comme celles que vous me posez. Il y a un autre aspect qui n'a pas encore été évoqué ici, c'est l'évolution des pathogènes. C'est très important de savoir étudier l'évolution des pathogènes. Et l'axe écologie de la santé au CNRS inclut cette composante évolutive. Pourquoi c'est important l'évolution? Parce que ça permet de retracer les événements qui ont conduit à l'émergence du pathogène. Est-ce que c'est des recombinaisons, comme dans le cas actuel? Est-ce que c'est des mutations, etc. Ça permet aussi de dater les épidémies. Et ça, c'est des outils qui ont été insuffisamment utilisés jusque-là. Aujourd'hui, on arrive à dater les épidémies. Et puis, enfin, ça nous permet d'étudier des hypothèses sur l'évolution de ces virus, sur l'apparition de variants, par exemple. Ça, c'est extrêmement important parce que est-ce que les variants apparaissent en plus grand nombre dans des populations immunisées, comme c'est le cas aujourd'hui? On a tous eu le virus ou été vaccinés. Et ça peut menacer des stratégies vaccinales. Donc, ce que j'aimerais faire passer comme message ici, c'est que, puisqu'on parle d'interdisciplinarité, la prise en compte des aspects écologiques qu'on a déjà évoqués, mais aussi des aspects évolutifs, sont extrêmement importants pour expliquer, mais aussi pour prévenir et contrôler les infections. Donc, et aussi expliquer comment les facteurs humains et les changements environnementaux peuvent exercer des pressions qui modifient l'écologie des pathogènes et accélèrent leur évolution, ce qui peut amener à des sauts d'hôtes, comme on l'a observé dans cette maladie. Ça passe d'une chauve-souris à un humain. D'accord. Merci Delphine. D'ailleurs, votre position en particulier sur l'origine de la pandémie est partagée par la plupart des chercheurs. Il y avait un papier hier dans le Los Angeles Times qui disait que l'immense majorité des chercheurs aujourd'hui soutiennent que c'est une transmission de l'animal à l'homme qui s'est faite naturellement. Et malgré tout, la presse continue à essentiellement parler de la rumeur de la fuite de laboratoire qui les titille plus. Voilà, c'est comme ça. Philippe Vermèche, vous êtes un médecin généraliste, pas tout à fait comme les autres, parce que vous présidez le syndicat des médecins libéraux, mais j'aurais voulu un petit peu savoir justement quel est votre avis sur tout cela. Est-ce que cette notion de One Health est simplement connue de vos collègues des médecins généralistes en France? Moi, je fais partie des médecins qui travaillent au quotidien dans leur cabinet. Je suis président d'un syndicat ce qui fait que j'ai des relations avec de nombreux médecins. Et il est vrai que lorsque j'ai été invité l'année dernière sur le sommet One Health en octobre 2020 à Paris, c'était la première fois, 2 mois avant quand on m'a appelé, c'était la première fois que j'en entendais parler. Donc je me suis dit, t'as raté quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, donc essaye de voir ce qui se passe. Et à force d'en parler, et autour de moi, je m'aperçois que quasiment aucun médecin connaisse. Donc c'est vrai, donc c'est un problème. One Health, c'est un concept, si vous voulez, qui a commencé en 2000. 2011, ça a été la première marche. 2017 avec l'ANSES. Et à partir de là, donc depuis, ça commence à se structurer mondialement, de façon européenne dans un premier temps. Mais c'est vrai, c'est un problème planétaire. Et donc à partir de là, aucun de mes confrères ne connaissait. Encore, comme c'est cette élocution que j'avais faite, donc c'était l'année dernière, j'ai téléphoné ce matin à des étudiants qui sortent de médecine, pas 1 heure de cours, personne ne connaissait. Donc voilà. Donc on a quand même un problème
français au niveau médical déjà, sur ce concept qui me semble quand même très important. Après, je reviendrai sur la relation avec les vétérinaires où on fonctionne encore en silo, puisqu'on n'a aucune relation avec le monde animal, voire la transition écologique et l'écologie, on commence à en parler en fac de médecine, mais c'est vrai que le monde animal, on n'a absolument aucun rapport avec les vétérinaires. Donc c'est vrai qu'il y a quand même à avoir une refondation de toutes les études médicales qui doivent s'élargir à ce concept, parce que c'est quand même, aujourd'hui, il me semble, le b.a.-ba de tout ce qui va nous arriver dans les années futures. Merci. Alors, on va quitter un peu la pandémie. On va s'intéresser dans cet aspect interdisciplinaire aux aspects économiques qui sont liés à l'approche One Health, on va dire. Et j'aimerais bien entendre Jean de Solnock. On sait que des épizooties ont des conséquences absolument dramatiques. Par exemple, la fièvre afteuse au Royaume-Uni. On sait que la fièvre de la vallée du Rift au Kenya ou dans la Corne d'Afrique, c'est ravageur, pas simplement sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan du bétail, et donc sur le plan économique. Pour un agent de l'industrie pharmaceutique, ces conséquences économiques des épizooties et des zoonoses génèrent quel type de réflexion ? Oui, alors en termes économiques, évidemment, l'impact, alors on n'en est pas encore à évaluer l'impact économique complet du Covid, mais on a des exemples évidemment des zoonoses et dans le passé. Alors l'exemple le plus classique que vous connaissez très bien, Monique, c'est celui de la rage. La rage, c'est 60 000 morts par an. C'est un coût qui est à peu près de 9 milliards et qui touche très souvent les enfants, puisqu'il s'agit en particulier de chiens dans le monde presque domestique, qu'on a des difficultés à reconnaître et qui nécessitent donc à la fois de la vaccination, bien sûr, mais des programmes de prévention, d'éducation des populations. Donc il faut à la fois des programmes gouvernementaux et évidemment des programmes privés. Bon, ça c'est la rage. Après, pour prendre un exemple absolument frappant, je voudrais dire 2 mots de ce qui se passe en Chine, qui est la fièvre porcine africaine. Donc vous savez que la chaîne alimentaire, les Chinois mangent beaucoup de porc. On parle, dans cette épizootie, on parle de l'abattage d'à peu près 400 millions d'animaux. 400 millions d'animaux sur ces 2 dernières années en Chine, avec l'impact économique que vous pouvez imaginer. Je crois que les collègues ont des chiffres sur ce sujet, qui est absolument considérable, sans compter évidemment l'impact pour les familles qui élèvent tous ces animaux, parce que ce ne sont pas que des industriels, en particulier en Chine. Plus près de chez nous, la fièvre afteuse, qui est un sujet que nous connaissons bien, parce que nous y faisons de gros investissements, et la France est très bien placée dans ce domaine pour avoir sa place dans le One Health. La fièvre afteuse, c'est, dans le cadre de la chaîne alimentaire, un virus qui circule à une très très grande vitesse dans l'air, qui peut aller jusqu'à 10 km et qui donc touche tous les cheptels. Il n'y a que 2 possibilités de s'attaquer au sujet, ou bien vous vaccinez, ou bien vous abattez les cheptels. Dernier exemple, en 2010, c'est à peu près 10 millions d'animaux pour 10 milliards. Un coût en Angleterre qui a été absolument considérable. Début des années 2000, excusez-moi. Donc tout ça pour dire que sur les 3 exemples que sont la proximité avec l'animal sauvage, l'animal domestique et la question de la préservation de la chaîne alimentaire, il s'agit d'un débat qui est absolument stratégique. D'ailleurs, la communauté européenne ne s'y est pas trompée, puisque la Commission, dans son dernier rapport stratégique, a mis en haut de son tableau en termes d'action prioritaire la question de la préservation des systèmes de santé et des systèmes alimentaires, tout ça dans la même phrase, qui est relativement nouveau et qui montre l'interdisciplinarité, mais la multidisciplinarité du sujet, environnement, animaux, santé humaine. Quelques exemples, je suis sûr que vous en avez beaucoup d'autres, c'est pour ça que je m'arrête là. Et Philippe, est-ce que Philippe Mauguin, les investissements recherche sont à la hauteur de ces enjeux économiques majeurs, de ces 10 milliards de, je ne sais pas si c'était des euros ou des livres sterling, dépensés, perdus au Royaume-Uni pour la fièvre afteuse ? Je ne pense pas que les efforts de recherche au niveau mondial soient à la hauteur. Surtout si on prend des chiffres globaux, avant même le Covid,
On a des publications d'économistes qui parlaient de centaines de milliards de dollars par an sur les 20 dernières années qui ont été impactés par les zoonoses. On parle d'économie, mais on parle aussi avant tout de santé. 2 milliards de personnes malades chaque année par des maladies infectieuses d'origine animale, plus de 2 millions de morts. Puis après, il y a les effets en chaîne sur l'économie, l'abattage des animaux, etc. Donc plusieurs centaines de milliards, c'était avant le Covid. Donc moi j'ai trouvé 2 estimations, celle du FMI, qui n'est pas n'importe quelle institution. Alors c'est assez intéressant parce qu'en juin 2020, le FMI estimait à 12 000 milliards de dollars les pertes cumulées pour l'économie mondiale du Covid, de la pandémie de Covid. Et cette année, ils ont réactualisé, on est passé de 12 000 milliards à 22 000 milliards de dollars de pertes d'économie de PIB mondial entre 2020 et 2025. Ça va encore évoluer probablement, puisque la pandémie, on n'en est pas sorti au niveau mondial. Donc on voit, c'est des chiffres vertigineux. Alors heureusement, à chaque épisodie ne devient pas une grande pandémie qui a l'impact de blocage de l'économie mondiale. Mais je pense qu'il faut investir plus dans la prévention. C'est-à-dire plus dans la recherche, plus dans la surveillance. Ce n'est pas, comme le disait Monique Eloi, que la recherche. On n'a pas sous le contrôle de l'OIE, il n'y a pas réellement de système, à part, heureusement qu'il y a l'OIE, mais de système connecté d'épidémiosurveillance sur les émergences, santé animale, comme je le disais tout à l'heure, a fortiori si on regarde la santé environnementale, et c'est ça qu'il faut faire maintenant. Il y a un autre rapport qui a dit que les coûts de la prévention, ils étaient au minimum 100 fois inférieurs au coût du traitement, comme souvent en santé, comme souvent en environnement. Donc on appelle à un effort massif de réinvestissement dans la recherche, dans la surveillance sanitaire et surtout dans une meilleure coordination mondiale. C'est ce qui nous a amené à lancer au début de l'année, avec l'appui du président de la République lors du One Planet Summit, une initiative mondiale qui s'appelle PREZOD, Preventing Zoonotic Disease, qu'on copilote avec nos collègues de l'IRD, du CIRAD, avec l'appui du CNRS, avec l'appui de l'INSERM et de Pasteur en France, mais surtout on essaye de mobiliser l'ensemble des acteurs de la recherche mondiale sur les 5 continents. Donc on a échangé avec plus de 150 institutions de recherche dans des pays, et il y a potentiellement 1 millier d'acteurs, puisqu'on voudrait être dans une logique, comme vous le disiez, transdisciplinaire, c'est-à-dire pas que la recherche, mais les acteurs à la fois de santé publique, de santé vétérinaire et les acteurs économiques. Donc voilà, on va essayer, c'est un pari un peu fou, je ne sais pas si on le réussira, mais de lancer une alliance mondiale de la recherche sur la prévention des pandémies. Alors, Monique Eloi, à l'OIE, vous avez une vue panoramique de ces problèmes. Et en dehors des aspects strictement économiques, il y a aussi des impacts sociaux que vous voyez, qui ne sont pas toujours dans nos pays, mais qui sont majeurs à l'issue de ces épizooties ou de ces épidémies liées à des zoonoses. Quel est votre point de vue là-dessus? Oui, je trouve que c'est effectivement très intéressant de pouvoir aborder cet aspect-là, parce que quand on parle de conséquences économiques, effectivement, on va citer des chiffres de pertes pour une économie d'un pays en millions ou en milliards de dollars suite à une vague d'une maladie. On a cité la Chine, je pourrais également vous dire par exemple le Vietnam, qui était un pays avec une économie quand même beaucoup moins solide que celle de la Chine. La même maladie qui a été évoquée de la peste porcine africaine, eh bien, c'est quand même plus de 2% de leur PIB qui a été impacté. Donc dans un pays tel que le Vietnam, 2 à 3% du PIB, ce n'est pas rien. Mais je crois qu'au-delà de ces grands événements, il ne faut pas oublier que le One Health, c'est du quotidien. Et c'est des maladies animales qui, au quotidien, provoquent des pertes. La brucellose, qui est une maladie transmissible à l'homme, fièvre de Malte, pour ceux qui ont un peu d'ancienneté sur ce sujet-là, ou la tuberculose, c'est quelque chose qui est commun dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, en France, on ne se pose pas la question en buvant un verre de lait si on va être contaminé par de la tuberculose ou de la brucellose. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que des troupeaux produisent moins, donc moins de revenus pour les familles, voire des revenus significativement baissés, ce qui veut dire que
Un passage de grippe aviaire dans une basse-cour, c'est une mère de famille qui ne pourra pas aller au marché vendre les volailles ou les œufs et de ce fait-là n'aura pas l'argent pour que ses enfants aillent à l'école l'année prochaine. C'est effectivement des familles qui n'auront plus la dot de la jeune fille qui va se marier. Donc ce sont des impacts très importants dans des populations qui vivent beaucoup du revenu de l'élevage. Et ça, il y a donc ce côté social de l'économie qui, dans la très grande majorité des pays, beaucoup moins chez nous, mais dans la très grande majorité des pays est important, et qui fait que là aussi, je trouve que cette notion de One Health trouve une certaine noblesse, c'est-à-dire que non seulement on s'occupe de la santé au sens maladie, mais finalement du bien-être, des conditions de vie des populations, alors qu'on est tous à essayer de faire en sorte que ces fameux objectifs de développement durable qui sont zéro faim ou malnutrition, de l'éducation pour tous les enfants, etc., deviennent effectivement beaucoup plus des réalités pour cette grande majorité de nos populations. Delphine Destougneux, One Health, c'est l'interface entre l'homme, l'animal, mais aussi l'environnement. Vous êtes sur des thématiques de recherche qui sont très liées aux changements globaux et même peut-être au changement climatique à travers ce que vous voyez dans l'évolution des océans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela? En quoi cela pourrait renseigner un petit peu mieux encore les problèmes qui nous attendent? Oui, ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que les grandes crises planétaires, vous évoquez le changement climatique, on peut parler de l'érosion de la biodiversité et aujourd'hui les pandémies, ces grandes crises sont étroitement liées. C'est vrai en milieu marin, mais c'est vrai évidemment en milieu terrestre. Et pourquoi elles sont liées? Alors, le changement climatique a des effets directs, ça résonne un petit peu, sur les populations, les mouvements de population animale, humaine, mais aussi les mouvements de population de leurs pathogènes. Et chaque fois qu'il y a des déplacements d'espèces, il va y avoir des nouvelles rencontres avec des organismes qui n'ont pas coévolué. Et quand des populations humaines vont rencontrer des pathogènes qu'ils n'ont jamais rencontrés, il est possible, il est vraisemblable que ça ait un impact très important sur la santé. Donc, comprendre comment le changement climatique modifie les aires de répartition, accélère ces rencontres, les provoque et peut amener à des épidémies ou des épizooties, c'est la même problématique. C'est très très important. Le deuxième aspect qui est très important, c'est comment l'activité humaine va accélérer tout cela. On sait aujourd'hui que nous détruisons beaucoup d'écosystèmes, nous changeons les usages des sols, nous fragmentons les habitats des animaux. Et tout ça va aussi amener à des rencontres qui n'étaient pas prévues. Les animaux vont être obligés de sortir de leur habitat naturel pour aller vers les villes, ou bien nous allons dans leurs habitats naturels, et là nous nous rencontrons. Là encore, tout ça peut être prévenu, modéré, si on prend les mesures adéquates. Voilà. Il a aussi une thématique très très intéressante sur à quel point la biodiversité peut atténuer, comme un tampon, le transfert des pathogènes des populations animales vers les populations humaines. Ça, un terme technique qui s'appelle l'effet de dilution. Tout ceci est important à considérer parce que si la diversité animale ne permet plus de tamponner ça, alors les pathogènes peuvent passer à l'homme et beaucoup plus facilement, et s'y répandre beaucoup plus facilement par nos modes de vie aussi qui nous amènent à les disperser à l'échelle planétaire en un instant avec les avions et le transport des aliments et le transport des animaux, etc. Donc tout ça est à prendre en considération. On sait que les trois types de crises sont étroitement liés. Si les problèmes sont liés, les solutions le sont aussi. Et c'est un espoir pour l'avenir, c'est là qu'il faut creuser. Vous parliez tout à l'heure de faire parler les ministères entre eux, aux échelles nationales évidemment et à l'échelle internationale avec des alliances quadripartites, on pourrait dire aujourd'hui, entre des grands organismes. C'est très important de prendre ces mesures globales et de comprendre qu'il y a un lien étroit entre les crises. Philippe Vermès, on est en train de parler d'enjeux planétaires. Steve Jobs disait « pensons globalement, mais agissons localement ».
le médecin généraliste que vous êtes, il est confronté à tous ces enjeux et tous ces impacts. Impacts économiques sur les personnes, sur les familles, impacts sociaux, peut-être sur l'éducation des enfants aussi, impact de ces crises sanitaires. Qu'est-ce que tout cela vous évoque? Est-ce que vous le mesurez déjà qualitativement dans votre clientèle? Est-ce que les gens souffrent? Est-ce qu'il y a aussi des impacts psychosociaux qui sont à redouter de ces crises sanitaires, de la gestion de ces crises sanitaires? Sur l'impact psychosocial, on voit bien que le Covid a eu des conséquences quand même très délétères sur la population, hein, puisqu'on en est à mettre des consultations de psychologues, un paquet de 10 consultations renouvelables, parce qu'on voit bien que 30% des gens ont souffert de cette chose. Alors maintenant, le médecin, il voit des gens, et c'est vrai que la santé humaine, elle est fonction de la santé végétale, de la santé animale, et puis tout ça, c'est dans la prévention. Donc c'est vrai que cette maladie nous arrive de Chine. Faut-il encore avoir confiance sur ces pays-là, puisque quand on voit les 3-4 mois de débats houleux au départ, où c'était une petite grippe, il ne fallait pas de masque et compagnie, donc c'est vrai que quand on est médecin et qu'on entend ça et qu'on voit des patients qui commencent à arriver dans les cabinets qui sont malades, avec des pathologies qu'on ne connaît pas bien et qu'on ne sait pas comment les traiter, donc on est en proie avec des gens qui souffrent, qui meurent. Et c'est vrai qu'on est en relation avec la famille et tous les désarrois de la famille. Donc c'est vrai qu'il y a une chose quand même qui est très importante, c'est que le monde de la santé médicale doit être épaulé par le monde vétérinaire de façon à ce que les médecins soient plus au courant de toutes ces zoonoses. Deuxièmement, il y a la prévention à augmenter, puisque cette prévention, c'est quand même le b.a.-ba. On voit bien qu'aujourd'hui, la crise Covid est passée. Des gastro, l'année dernière, on n'en a quasiment pas fait. Des infections respiratoires, hormis le Covid, il n'y en a pas eu trop. Mais aujourd'hui, on voit que c'est en train de remonter, là, en ce moment, puisqu'on voit que les gastro commencent à démarrer, notamment en PACA. Donc ça veut dire que les gestes barrières, bon, les gens commencent à laisser tomber. Donc c'est une éducation de la population qu'il faut avoir depuis le départ. Et en France, on sait le nombre de tubes de dentifrice, le nombre de savons qu'on consomme par habitant, on est loin du compte par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et donc c'est vrai que c'est un ensemble, et c'est une éducation de tout le monde, que ce soit les citoyens français et le corps médical, ainsi que tous les acteurs professionnels de santé qui gravitent autour. Alors, restons un petit peu, Philippe, sur cette partie éducation, formation. Dans le fond, dans les études médicales, on voit des réformes qui se succèdent d'année en année ou pratiquement, mais on n'a pas l'impression que l'approche One Health en particulier, la rupture des silos dont vous avez parlé, soit très opérante. Je n'ai pas l'impression que dans les facultés de médecine, il y ait beaucoup de cours faits par des vétérinaires. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de vétérinaires qui aussi reçoivent des cours de santé humaine. Est-ce que vous pensez que dans ce domaine-là, vous, là, peut-être avec votre casquette de président du syndicat des médecins libéraux, est-ce que vous appelez à ce qu'il y ait davantage de formation, j'allais dire primaire, mais primaire au sens des études de médecine, dès le début des études de médecine, est-ce qu'il devrait y avoir une formation One Health ? Alors c'est vrai que la formation dans les études médicales, il y a deux sortes. Donc il y a la primaire dont vous parlez à l'université et à la fac. Et c'est vrai que celle-là, bon, elle est très complète, très spécialisée, et peut-être même un peu trop. Voilà. Donc, et ensuite, mais les zoonoses, il y a 30 ans, on en parlait relativement peu. Enfin, il y avait Ebola et des choses comme ça, mais bon, c'était quelque chose qu'on n'enseignait pas. Enfin, voilà. Après, il y a quand même la formation secondaire, celle qu'on fait, la formation continue. Et celle qu'on fait quand on est installé ou qu'on est à l'hôpital en étant en PH et compagnie. Mais à partir de là, on voit que le problème de la formation en France, au niveau médical, il est complètement, je veux dire, c'est insignifiant. Aujourd'hui, on a deux agences, enfin on a une agence de la NDPC pour les médecins et on a des fonds de formation qui sont alimentés par des cotisations, les cotisations des médecins. Pour en parler, donc le fonds qui est réservé aux autres professionnels de santé, voire les vétérinaires, ne correspond pas au fonds des médecins. Donc il y a déjà des silos au niveau de la formation. Et nous, au niveau médical, nous avons le droit, en termes de formation indemnisée, à 7 heures par an. Sur 3 ans, 21 heures par 3 ans, alors que la moyenne et le standard européen est de 40 heures. Donc on est loin du compte, et c'est vrai que si un médecin veut se former aujourd'hui, il faut qu'il le fasse, 1, sur son temps, pour les libéraux, sur son temps de travail, et 2, sur ses données personnelles, sachant que fiscalement, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà.
Philippe, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir et abonder dans le sens de ce que disait Philippe Vermeersch. Ça me paraît... nous, on essaye de le faire pour la recherche, de sortir des silos. C'est pour ça qu'on a considérablement renforcé les partenariats entre INRAE et l'INSERM et les autres acteurs de la recherche médicale. On a une stratégie qui est en train d'être élaborée avec la ministre de la Recherche, le ministre de la Santé et le ministre de l'Agriculture au niveau interministériel sur les maladies infectieuses émergentes. Donc, on va avoir des financements assez importants qui vont être mis sur cette stratégie et dans laquelle on coordonne l'approche Présode dont je parlais, la prévention, et l'approche traitement que pilote la NRS Yazdan-Pana avec le soutien de l'INSERM. Donc on fait ça sur la lutte contre les zoonoses au niveau de la recherche. Je dirais que c'est la moindre des choses. Mais on n'a parlé que des zoonoses aujourd'hui, mais One Health, ça va plus loin parce que nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est le lien entre l'alimentation et la santé. Et on sait, c'est de plus en plus reconnu dans les publications, qu'on peut prévenir des maladies chroniques, qui sont quand même les maladies du siècle, les problèmes d'obésité, les problèmes cardiovasculaires, en jouant sur des approches en termes de nutrition préventive. Les travaux qu'on conduit depuis plusieurs années sur les microbiotes intestinaux, la France est quasi co-leader mondial de la recherche sur le microbiote, nous permettent de voir des sources, des pistes de thérapie sur un panel de maladies de plus en plus importantes. Ça, c'est des recherches qu'on mène INRAE avec l'INSERM et avec Pasteur, avec la PHP. Donc cette révolution, elle est en train d'être faite au niveau de la recherche, mais il faut qu'elle soit faite dans la formation, comme le disait Philippe Vermeersch, et je ne vois pas de difficulté a priori s'il y a une volonté de toutes les parties pour qu'on croise les formations vétérinaires et les formations en santé publique et en médecine humaine. De ce point de vue, du point de vue de l'industriel, je voudrais rajouter que la France est idéalement placée. En théorie, si on arrive à concrétiser cette multidisciplinarité, elle est idéalement placée de par son histoire, évidemment avec l'Institut Pasteur, mais ensuite les familles d'industriels, comme la famille Mérieux, je crois qu'Alexandre est dans la salle, qui ont vraiment poursuivi tous ces efforts. Et puis, dans l'actualité, aujourd'hui, si vous regardez Lyon et le bassin lyonnais, où le président de la République était lundi pour ouvrir le centre de formation de l'OMS, je crois que vous étiez présente, Monique, il a parlé de One Health, et il a parlé de la synchronisation des agendas, il a parlé de la révolution conceptuelle qu'on est en train de discuter autour de cette table, mais il a aussi parlé des formidables opportunités d'investissement, de formation et de développement qui existent autour de ce concept, pour autant que nous arrivions à le mettre en place. Et je pense que de ce point de vue, le pays a une filière vétérinaire, une filière de santé humaine qui est très forte. Nous avons la possibilité, j'évoquais l'exemple de la fièvre afteuse tout à l'heure, nous faisons un investissement de 300 millions dans le bassin lyonnais. Mais il y a aussi la question de la recherche et du développement, de l'enregistrement, de la production, puis ensuite de la canalisation. Et toute cette filière est en France, elle est sur le sol français. Donc il y a vraiment une possibilité de faire des avancées importantes pour autant que nous arrivions à les concrétiser dans la transversalité. Oui, Jean, vous avez raison d'évoquer la création de l'Académie de l'OMS, et en ce sens, Guy Valencien est ou bien visionnaire ou bien informé, parce que le président de la République a pratiquement fait la conférence inaugurale de Cham cette année, il y a une semaine à Lyon. Vous vouliez réagir, Philippe ? Pour en revenir à la formation, il faut vraiment qu'elle soit intriquée. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, en 2017, avait dans son programme la prévention. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle ait beaucoup avancé. Donc c'est vrai que c'est le b.a.-ba, il faut parler de la prévention, de façon à ce que tout le monde, et c'est un concept général associant tous les professionnels de santé, et les vétérinaires, et les gens qui gravitent autour de ces concepts de zoonose. Monique. Si je peux me permettre, question vétérinaire, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, du One Health, ça fait bien longtemps que le secteur vétérinaire s'y intéresse, puisque cette notion de santé publique vétérinaire est quelque chose de très ancien chez nous. Vous êtes en avance sur les médecins. Merci de le reconnaître, parce que c'est effectivement vrai. Depuis très longtemps dans les études, l'enseignement justement de toutes les questions de zoonose, mais également de santé publique au sens hygiène publique. Parce que quand on parle vétérinaire, vous pensez maladie, mais c'est également toute l'inspection de la chaîne alimentaire qui fait que nous avons une alimentation saine. Donc là aussi, il y a tout cet aspect. C'est tout ce qui concerne l'utilisation raisonnée, raisonnable, prudente des antibiotiques ou des antimicrobiens pour éviter l'émergence d'antibiorésistance, non seulement pour la santé animale, mais essentiellement aussi pour que ces
les antibiotiques restent efficaces en santé humaine. Donc là, je crois qu'effectivement, peut-être que le monde médical a beaucoup à apprendre du secteur vétérinaire, parce qu'encore une fois, l'action que nous avons, elle est ciblée sur l'animal, mais avec pratiquement toujours une perspective de protection de la santé publique. Et Delphine, à Montpellier où vous êtes, où il y a aussi une faculté de médecine, vous êtes appelée à enseigner aux médecins, ou est-ce que vous avez plutôt des enseignements adossés à la recherche, dans des formations doctorales, des formations de master? Alors à Montpellier, non, on n'est pas sollicité pour intervenir en fac de médecine, et effectivement, ça serait des choses très importantes à faire, pas seulement à l'échelle montpelliéraine évidemment. Il existe de plus en plus de masters qui sont créés à l'échelle française, One Health ou médecine évolutive. C'est très intéressant de voir que quand même on arrive à interfacer un petit peu médecine, écologie, évolution dans différentes formations de master, puisque ce sont eux qui à l'avenir vont faire la recherche, et on l'espère qu'elle puisse être interdisciplinaire et plus globale que ce qu'on a fait, plus intégrée que ce qu'on a fait jusqu'ici. Il existe des initiatives à Montpellier, notamment à l'université de Muse, Montpellier University of Excellence, voilà, et notamment cette initiative RIVE qui s'intéresse aux risques infectieux et aux vecteurs, où l'ensemble des étudiants de master ont eu 3 jours de conférence sur One Health, tout récemment. Et dans ce cadre-là, nous, chercheurs, avons pu intervenir, rencontrer ces jeunes qui sont passionnés et passionnants. Et pour moi, c'est plein d'espoir. J'espère qu'au-delà de la fac de bio, que vous aussi, médecins, vous puissiez avoir accès à des formations comme ça pour former le futur corps médical et le sensibiliser davantage à ces notions qui, c'est vrai, ne sont pas trop introduites dans le cursus médical à l'heure actuelle. Philippe Mauguin, revenons un peu à la recherche justement au niveau de l'INRA et des grands organismes français de recherche. Est-ce que vous sentez qu'il va y avoir un avant-après la pandémie vis-à-vis de l'investissement de la recherche dans ces domaines, dans le domaine de One Health? Je l'espère, et je pense que c'est quand même bien parti. Enfin, il faut qu'on reste mobilisé, il faut éviter l'effet du soufflet qui retombe. Mais enfin, pour nous, en tous les cas, on a revu notre stratégie à 10 ans, là, sur l'année 2020. Et la santé et l'approche globale de la santé avec le volet, on a parlé du volet antibiorésistance, on a parlé du volet nutrition préventive, on a parlé de la prévention des zoonoses. Il y a aussi le lien entre la santé végétale et la santé humaine, l'exposome, l'impact des pesticides sur la santé. On voit qu'il y a énormément de sujets. Ça, c'est vraiment au cœur de notre agenda stratégique. C'est-à-dire que pour les 10 prochaines années, on va mettre le paquet là-dessus avec les moyens qui nous sont donnés. Ça, c'est vrai pour un établissement. Je parlais des partenariats qu'on a avec les collègues à la fois de l'INSERM, du CNRS, de Pasteur. Je pense qu'on a en France une recherche, si on cumule toutes nos publications et tous nos chercheurs, qui n'est pas loin d'être la première au monde sur ces sujets-là. Il faut toujours rester prudent. Mais par contre, il faut qu'on se coordonne plus et peut-être qu'on mette plus de moyens. Moi, donc, je suis plutôt optimiste. Il faut qu'on réussisse à la fois à être ambitieux au niveau français et très connecté au niveau mondial. Parce que sur ces sujets-là, on a parlé à plusieurs reprises, on a besoin de travailler en coopération. On a besoin d'accéder au terrain où sont présents les virus. Au terrain écologique sur lesquels on va essayer de prévenir les pandémies. Ça, c'est un investissement qui est lourd. On n'a pas d'instrument financier sérieux qui existe au niveau mondial. Moi, je le vois sur Présode. On a une dotation française, très bien, 30 millions d'euros pour démarrer. On va avoir des financements de la Commission européenne pour la coordination européenne. On va avoir l'aide, je pense, de l'Agence française de développement pour avoir des partenariats avec le CIRAD et l'IRD sur des terrains en Afrique ou en Asie du Sud-Est, mais c'est une mosaïque de petits financements qu'il faut aller chercher. Pour le moment, la Banque mondiale, qu'on a approchée, et les grands opérateurs n'ont pas encore, je reste optimiste, n'ont pas encore ouvert vraiment des financements pour qu'on ait un financement mondial de la recherche. Donc voilà, ça c'est l'étape d'après, mais mon tempérament optimiste me fait dire que si en France, on investit, si la présidence française de l'Union européenne en fait une priorité, que la Commission européenne se mobilise, alors on devrait réussir à mettre en place des fonds mondiaux pour la recherche sur la santé globale. Jean de Solnock, j'aimerais avoir votre avis sur l'avis
d'un grand dirigeant de l'industrie pharmaceutique sur cette problématique que l'on voit aujourd'hui, qui est un peu criante. Le directeur général de l'OMS a eu des mots assez durs en disant que finalement la recherche et le développement, que ce soit public ou privé, avaient fait son job en produisant de façon exceptionnelle des vaccins de très grande qualité et de très grande efficacité en un temps record, une distribution gigantesque, puisque 6 milliards de doses, plus de 6 milliards de doses ont été distribuées dans le monde en moins de 9 mois. Et pourtant, il a parlé d'une faillite morale à ne pas avoir réussi à distribuer ces médicaments et ces vaccins de façon équitable, et ces diagnostics aussi, dans le monde, avec les pays pauvres de la planète ayant moins de 2% de doses vaccinales, quand nous en avons 75%. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'on va pouvoir, je dirais, rebondir grâce à cette crise, si je puis dire, ou à cause de cette crise, pour améliorer les choses et la situation dans ce domaine-là, ou est-ce que c'est une utopie? Non, j'en suis persuadé. Je crois que le président de la République, en ce qui concerne la France, a annoncé qu'il y aurait plus d'une centaine de millions de vaccins qui seraient distribués en dehors de l'Hexagone. Je dirais que, en premier, l'industrie dans la santé humaine, en ce qui concerne le Covid, elle a fait le job. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait un vaccin très vite. Il est là. C'est vrai qu'on a un problème de modèle économique. On ne peut pas le nier. Mais je dirais que si on regarde les questions de chaîne alimentaire ou les chaînes de santé animale, on a le même problème de la même manière. Quand on fait des programmes pour la rage, et la rage existe, on combat la rage depuis des dizaines et des dizaines d'années, on a toujours la question du problème économique, du traitement économique. Comment est-ce qu'on peut aider les gouvernements, en particulier des pays pauvres, à lutter contre la rage? Donc il s'agit bien entendu d'un problème sociétal de partage des valeurs, mais il faut pour l'innovation, et je plaide en tant qu'industriel, il faut pour que l'innovation se produise un modèle économique. Or le modèle économique de la prévention, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, il est très difficile à financer. Et moi je ne connais personne, que ce soit les gouvernements, les industriels, les associations, les ONG, qui ait la solution. La solution, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de trouver, d'une manière ou d'une autre, le moyen d'avancer ensemble. Et ça se fait au niveau des pays, mais ça doit se faire au niveau de tous les pays. Et je crois que de ce point de vue, la France est, encore une fois, extrêmement bien placée avec le modèle qu'elle fait vivre. Je voudrais rajouter que, en plus d'être bien placée, elle a vraiment tous les outils, et des outils qui se trouvent, et là je vais faire un plaidoyer pour Lyon, des outils qui se trouvent dans le bassin lyonnais, parce qu'il y a à la fois l'histoire du traitement des maladies infectieuses dans ce bassin et aujourd'hui des compétences institutionnelles et privées qui sont extrêmement nombreuses et qui permettent de s'attaquer au sujet de One Health de manière concrète. La santé publique vétérinaire, et pas pour un industriel comme nous, n'est pas le sujet le plus rentable de l'industrie. Par contre, c'est le cœur du sujet de la santé publique qui relie l'environnement, l'humain et l'animal. C'est pour ça que nous y investissons autant et que nous y avons notre part, comme d'autres d'ailleurs, puisque nous ne sommes pas les seuls. Donc je crois que la solution, c'est d'avoir tout le monde autour de la table. Monique, j'aimerais avoir votre avis sur un autre point. À l'OMS, on a vu que les États membres de l'OMS n'ont pas donné les moyens au directeur général pour pouvoir faire des inspections sur site. On a vu les retards pris pour la Chine, il fallait négocier avec le pays, etc. Négocier tout, le timing, la composition de la mission, et puis aussi l'endroit et les lieux où l'inspection aurait lieu. Ce n'est pas le cas des traités nucléaires, ce n'est pas le cas des traités chimiques, où, quand on signe ce traité, on s'engage à laisser entrer sur son territoire des missions. Est-ce que l'OIE est dans le même type de problématique? Est-ce qu'il faudrait donner... c'est peut-être difficile pour vous de le dire, mais quel est votre point de vue là-dessus et quels sont les freins aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait donner plus de pouvoir au directeur général de l'OIE, à la directrice générale de l'OIE, pour qu'elle puisse mener des inspections, ou est-ce que c'est déjà le cas? Non, je ne suis pas en recherche de pouvoir supplémentaire. Mais c'est vrai que, comme l'OMS, nous avons un mandat qui ne nous permet pas de faire ce que vous appelez des inspections dans les pays. Nous ne pouvons seulement, à la demande d'un pays, venir les aider à faire une évaluation de leur structure.
Donc nous sommes exactement dans la même problématique. Et ça m'amène à faire un commentaire qui complète un peu ce que vous avez dit, monsieur, à savoir qu'il me semble qu'un des points très importants sur lequel on doit se focaliser aujourd'hui, ce n'est pas forcément sur la maladie ou les outils pour lutter contre la maladie, même si c'est très important, bien sûr, si vous n'avez pas les outils de diagnostic ou les vaccins, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais c'est sur un système de santé. Quand on parle de rage, quand on parle de peste des petits ruminants, d'influenza, on a des vaccins. On a même assez souvent des bailleurs de fonds qui nous donnent des budgets pour acheter ces vaccins, pour pouvoir les livrer au pays. Mais dans le pays, si vous n'avez pas une structuration, une chaîne du froid, des personnes pour faire des vaccinations, des éleveurs qui sont organisés pour amener leurs troupeaux sur le lieu de vaccination, vous avez vos vaccins qui restent sur le tarmac à l'aéroport. Donc, on doit raisonner, bien sûr, maladie par maladie, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse s'entendre sur la construction et la pérennité d'un système de santé, santé médicale, santé vétérinaire, de façon à ce que lorsqu'on a un événement sanitaire qui arrive, on a effectivement cette structuration des partenaires, publics, privés, qui sont prêts, que ce soit de la grippe aviaire, que ce soit une autre maladie, de la rage, etc., pour pouvoir intervenir avec un maillage de terrain. Et ça, je pense que c'est aussi ce que nous aide à faire comme approche le One Health, c'est que le fait de raisonner en silo ne marche plus non plus maladie par maladie ou sujet par sujet, mais qu'on doit avoir une approche de système de façon à pouvoir régler justement ou anticiper ou mieux gérer lorsqu'un événement adverse arrive. Delphine Destoumieux, on est dans les toutes dernières minutes de notre entretien. Dans vos collaborations internationales, on sait qu'il y a eu une très longue tradition post-coloniale qui était souvent, les pays du Nord venaient faire leurs recherches dans les pays du Sud, prélevaient des choses, prélevaient des échantillons, traitaient tout dans le Nord, et avec une très grande dissymétrie. Est-ce que vous, sur le terrain, vous voyez les choses s'améliorer de ce point de vue? Est-ce qu'on a des premiers auteurs qui peuvent être maliens ou sénégalais, qui sont de A à Z ceux qui dirigent et pilotent les études maintenant, ou est-ce que ça reste toujours post-colonial? Il y a du progrès. Je ne dis pas que c'est encore tout à fait là, mais il y a du progrès. Il y a eu aussi des règles qui ont été mises en place, le protocole de Nagoya, des accords sur donc, le transfert des échantillons biologiques. On n'a plus le droit d'aller prélever, de faire notre recherche, de publier dans notre coin, et Dieu merci. Donc la propriété de ces échantillons reste celle des pays. Ça, c'est un premier point. Ensuite, vous me demandez, est-ce que les chercheurs sont premiers auteurs, derniers auteurs, etc. De plus en plus, c'est vrai, notamment parce qu'il y a plusieurs années de collaboration maintenant, notamment avec l'IRD, qui est un institut qui a vocation à travailler avec le Sud, mais tous les instituts, le CNRS y compris, travaillent avec le Sud. Et de plus en plus, les problématiques sont celles des pays. Il n'en reste pas moins que les moyens pour faire de la recherche, ils ne sont pas en Afrique, ils sont ici en Europe ou aux États-Unis, etc. Et que les gens qui obtiennent les sous sont souvent ceux qui signent dernier auteur les articles. Donc oui, il y a encore une tradition, si on veut, post-coloniale, malheureusement, là-dessus. On voit changer les choses, les gens viennent se former ici, créer des laboratoires dans leur pays en retour. Il restera la question des moyens, indubitablement, pour que la recherche puisse être tout à fait valorisée à la hauteur de ce qu'elle mérite. Jean, Nagoya? Nagoya, moi je suis pour, je pense que c'est exactement ce qu'il faut. Je dis juste que dans les moments de crise, il faut qu'on arrive à trouver le mode de coopération dans le cadre de ce protocole pour qu'on puisse continuer d'aller vite. Parce que autant, et je rejoins exactement ce que vous avez dit, il ne s'agit pas de piller des pays voisins avec des substances pour les utiliser sous propriété intellectuelle, autant quand la vitesse est en jeu, il faut qu'on trouve les moyens de coopérer pour qu'on puisse mettre en place et avoir les antigènes nécessaires pour la réponse. Hein, voilà mon point de vue sur le protocole de Nagoya. Philippe, quelques mots? Le mot de la fin, pour moi, ça sera, au niveau du monde médical, casser les silos, qu'il y ait une meilleure coopération entre le monde animal, le monde végétal et le monde médical,
Et à partir de là, ce concept, ce développement, et donc grâce au Covid, on en entend un petit peu plus parler. Je pense qu'il faut remercier Guy Valencian d'avoir mis le projecteur sur One Health aujourd'hui, puisque son événement est quand même de taille. Merci. Philippe Mauguin, mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est coopération interdisciplinaire, transdisciplinaire en France et dans le monde. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le sommet Afrique-France à Montpellier, où on va parler notamment des partenariats Afrique-France. Et donc on va s'engager, nous, INRAE, avec le CIRAD, avec l'IRD et avec l'ensemble des acteurs. On va retrouver le CNRS, l'INSERM, pour renforcer les liens avec l'Afrique, et One Health sera au cœur de l'agenda. Très bien, merci à tous. Et bonne pause.